Alors, bonjour, je vais vous représenter le cours qu'on a fait ce matin. Évidemment, un peu en résumé, hein. Donc, on va s'intéresser à la lecture de fichiers CSV. Donc, déjà, je vais vous montrer un petit peu un fichier CSV, à quoi ça ressemble. Donc, je vais l'ouvrir dans Notepad. Voilà à quoi ressemble un fichier CSV. Donc, CSV, comma separated values. Donc, les valeurs séparées par des virgules. Donc, ici, on a ce qu'on appelle le séparateur. Et on a différentes valeurs. Donc, sur la première ligne, on a des descripteurs qui disent quel est le contenu de la colonne. Donc ici, on a nom, prénom, âge. Et puis ensuite, on a une succession d'enregistrements avec des valeurs séparées par des virgules. Voilà, Christophe Dupont, etc. âge 51. On pourrait très bien avoir une valeur vide. Dans ce cas-là, l'enregistrement ressemblerait à ça, c'est-à-dire qu'on a deux virgules qui suivent ici. Bah, ça veut dire simplement que la colonne, elle existe, mais elle est vide. Donc ça, c'est la vision d'un CSV dans un éditeur de texte, hein. Donc c'est un fichier texte, un fichier CSV, c'est pas un fichier en binaire illisible, c'est un fichier texte lisible, donc facile à partager, à distribuer, et donc beaucoup de données sont partagées sous la forme de fichiers CSV. Je peux vous montrer comment on va l'ouvrir, mais du coup, il faut que j'aille le refermer parce qu'il doit déjà être ouvert, donc je vais le fermer et je vais l'ouvrir. Donc j'ouvre mon fichier CSV, mais cette fois-ci avec un tableur. Je vais l'ouvrir dans OpenOffice Calc. Et voilà ce qu'il me demande. Il me demande de choisir. Par exemple, ici, j'ai bien sélectionné le séparateur virgule, et vous voyez que l'aperçu ici, tout est correct. Si par exemple, j'avais pas mis de séparateur du tout, donc là, j'ai rien sélectionné dans les séparateurs, eh bien, il me fait une seule colonne qui contient tout. J'aurais pu séparer, par exemple, sur les espaces. Mais là, il n'y en a pas, donc ça sert à rien. J'aurais pu séparer sur un autre caractère. Voilà, par exemple, sur point virgule, mais il n'y en a pas. Et mettons, je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre, je sépare sur M. Donc, quand je sépare sur M, vous voyez que non, ici, il a perdu son M, parce que c'est le caractère de séparation, on ne le met pas. Puis j'ai une deuxième colonne ici qui contient la suite. Alors ici, il n'y avait qu'une seule ligne où il y avait un M, mais si j'avais pris par exemple sur E, voilà. Donc durant Jean-Pierre, ben, il a coupé durant virgule J. Après, il y a un E, il met la suite. Voilà. Après, il y a un E, il met la suite, etc. Donc du coup, vous sélectionnez bien le bon séparateur, donc ici la virgule, et vous vérifiez dans l'aperçu que vous avez l'importation de votre fichier qui est correcte. Ensuite, OK, et vous obtenez ça. Donc là, on voit bien la structure en colonne avec les descripteurs sur la première ligne, et ensuite tous les enregistrements. On peut trier, par exemple ici, oui, le temps de la sélection, bien sûr. Je vais trier par nom croissant. Ben voilà, j'ai trié par nom croissant. Je peux trier sur un autre critère de tri, par exemple si je veux trier sur l'âge. Voilà, eh bien, j'ai bien trié ici par âge croissant. Voilà, eh bien c'est un peu ce genre de choses qu'on va faire, mais en Python, parce qu'en fait le tableur est très limité, ce qu'il peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire dans le tableur. Par contre, avec Python, on peut aller beaucoup plus loin. Enfin, avec Python ou n'importe quel langage de programmation, bien sûr. Pour nous, c'est Python. Donc, terminé, je ne veux plus voir de tableur dans ce cours. On va tout faire avec donc des instructions en ligne de commande, des instructions dans des codes en Python. Alors, première chose, ouvrir et lire le fichier. On va utiliser la librairie CSV, donc vous avez l'habitude, import CSV, c'est pour importer le module CSV. Et la commande pour ouvrir le fichier, c'est with open as. Vous avez revu récemment dans le TP agent secret, donc with open as, et with open as, et puis on lui donne un nom. Bon, par exemple, là, je l'ai appelé F. Qu'est-ce qu'on lit? Dans le open, qu'est-ce que je mets comme paramètre? Ben, le nom du fichier. Ici, c'est le fichier personne CSV que je veux lire. La variable mode qui peut valoir beaucoup de choses, mais nous, on va se contenter de R ou W. R pour read et W pour write, lire ou écrire. Ici, nous, on veut lire le fichier. Le type d'encodage et un paramètre de fin de ligne pour la compatibilité entre les différents systèmes d'exploitation. On met new line égale rien, qui veut dire, enfin une chaîne vide,
pas rien, c'est une chaîne vide. Et donc c'est simplement parce que Windows n'encode pas les fins de ligne de la même manière que d'autres systèmes d'exploitation, comme macOS ou Android, ou enfin bref. Donc ici, on positionne le reader. Enfin, je l'ai appelé reader, on pourrait l'appeler comme on veut, mais c'est la tête de lecture. On le positionne au début du fichier. Donc, on lui dit, on utilise la fonction reader, qui fait partie du module CSV, et on se met au début de notre fichier qu'on vient d'ouvrir. Donc on a notre variable f ici, qui correspond en gros, si vous voulez, au fichier. Donc on lui dit, tu vas lire le fichier qu'on a appelé f, qu'on a ouvert et dans la variable f, et tu te positionnes au début. Et ensuite, on va créer lu, qui est une liste en compréhension. Je vais mettre des espaces pour bien délimiter ce qu'on fait. Et c'est une liste en compréhension. Donc c'est pour chaque ligne dans le fichier, on ajoute la ligne dans la liste. Je vais redétailler un tout petit peu ça ici pour vous montrer une autre manière de le faire. On aurait pu, je vais mettre celle-là en commentaire. Là, c'est pas lié au CSV, ça c'est lié aux listes en compréhension. Je crée une liste vide, et puis je vais faire for ligne in reader. Là, c'est comme un parcours de liste. Lu.append. Voilà, et donc si je fais ça, eh bien, vous voyez que ça m'a donné la même chose que ce que j'avais fait ici. En fait, cette ligne-là, elle fait la même chose que ces trois lignes-là. D'accord? Mais on va tout faire avec des listes en compréhension qui simplifient les écritures et qui vont nous permettre de nous y retrouver beaucoup plus facilement que si on devait à chaque fois écrire la boucle explicitement comme je viens de le faire. Alors, qu'est-ce que ça nous renvoie? Print lu, ça nous renvoie tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez que ça termine par un crochet fermant et ça commence par un crochet ouvrant. En Python, ça, c'est une liste. Une liste, c'est des éléments séparés par des virgules. Voilà le premier élément, qui contient donc nom, prénom, âge. Ensuite, la virgule, deuxième élément, virgule, troisième élément. Donc, quand je fais un parcours sur les éléments de ma liste lue, et que je fais afficher les éléments, j'obtiens ça. Donc là, on voit bien que chaque élément est une liste. Donc la variable lue, ici, c'est une liste de listes. Une liste, c'est pas une liste d'entiers, c'est pas une liste de chaînes de caractères, c'est une liste de listes. Chaque élément est une liste. Alors, ça a plusieurs inconvénients et c'est pas tout à fait satisfaisant, ça, comme façon de lire le fichier. Plusieurs problèmes. Premier problème, ici, vous avez, on peut d'ailleurs faire afficher, on va le faire. Donc, si je fais afficher la longueur de lu. Dans mon fichier, il y a 11 personnes. Ici, je devrais avoir 11. En fait, je vais en avoir 12. Et pourquoi j'en ai 12? Parce que j'ai ce premier enregistrement là ici, qui n'est pas un enregistrement en fait, c'est les descripteurs. Donc ce descripteur, il a finalement le même statut que n'importe quel autre enregistrement, il apparaît comme s'il était un enregistrement, ce qui n'est pas vrai. C'est pas un enregistrement, c'est juste le nom des colonnes. Deuxième chose, ici dans un enregistrement, j'ai plusieurs éléments, mais je ne sais pas à quoi correspondent. Alors en fait, je le sais parce que j'ai un tout petit fichier. Donc, je sais que ma première colonne, c'est le nom, ma deuxième colonne, c'est le prénom, et ma troisième colonne, c'est l'âge. Puis en plus, je le vois bien parce que c'est écrit ici. Ouais, mais je le vois bien parce que j'ai un tout petit fichier avec seulement 11 lignes et 3 colonnes. Donc là, c'est lisible et je m'y retrouve. Mais imaginez si j'ai un fichier avec plusieurs milliers de lignes, voire plusieurs millions de lignes, et puis 20, 30, 40 ou 200 colonnes, c'est complètement impossible de m'y retrouver. Je ne sais plus qui est quoi, j'ai des tas de valeurs et je ne sais pas à quoi correspondent. Donc en fait, on ne fait pas cette lecture-là de cette manière-là, pour ces deux raisons-là. D'une part, ne pas avoir ici un enregistrement qui n'en est pas un, et d'autre part, garder ici une trace des noms des colonnes. Alors pour ça, on va utiliser en fait la fonction dictReader. Ah oui, avant ça, du coup, je vais venir sur la fonction dictReader après. Avant ça, du coup, ça aussi, c'est un peu lourd. On n'a pas vraiment énormément de plaisir à écrire des codes comme ça. Donc du coup, nous, on va faire une fonction. Alors comment on fait une fonction? Je vais vous remontrer, je vais la refaire parce que voilà. Donc je copie ça et puis je vais aller le coller ici.
Simplement coder le code qui était au-dessus. Et qu'est-ce que je veux? Je veux faire une fonction qui va prendre le nom d'un fichier en entrée. Donc le nom du fichier, la variable c'est filename, et donc du coup, ce que je vais lire, c'est pas forcément personne.csv, c'est n'importe quel fichier, et son nom est donné dans la variable filename. Pour le reste, je ne change rien. Et puis, il faut en plus qu'en sortie, la fonction renvoie les données lues dans une liste de listes. Donc il faut en plus renvoyer la liste de listes. Si je fais ça, voilà. Donc du coup, maintenant, ma lecture de mon CSV, c'est juste ça. J'ai plus besoin, maintenant que j'ai écrit ma fonction, j'ai plus besoin de m'embêter. Si je veux lire un autre fichier CSV, je peux utiliser cette fonction. Vous occupez pas trop de la CERT, il fonctionne pas, mais vous avez l'affichage ici. Et alors, par contre, j'ai toujours mes 12 champs et ça me plaît pas. Alors, on va utiliser maintenant une autre fonction qui est dans le module CSV, la fonction dictReader. Donc c'est exactement pareil, sauf que ici, vous voyez qu'au lieu d'utiliser csv.reader, j'utilise csv.dictReader. C'est une autre manière de lire le fichier, et on va faire pareil, on parcourt tout le fichier, donc chaque ligne dans le fichier, et pour chaque ligne, on ajoute dans la liste, non pas la ligne elle-même, mais dict de ligne, c'est-à-dire qu'on convertit la ligne en un dictionnaire. Alors quand on fait ça, voilà ce qu'on obtient. Du coup, on a une liste dont les éléments sont les dictionnaires. Donc, écrit comme ça, c'est pas très lisible. On va les écrire avec le parcours de ligne ici, le parcours de liste, pardon. Et donc pour chaque ligne dans ma liste de lignes, en fait, bien, je vois bien que les éléments sont les dictionnaires. Et du coup, j'ai plus les descripteurs ne constituent plus un enregistrement, ils sont devenus ici les clés de mes dictionnaires. Donc j'ai bien, du coup, bien 11 enregistrements. Comme j'avais 11 personnes dans mon fichier, ça colle. Par contre, j'ai quand même gardé la première ligne avec les descripteurs, mais je l'ai gardé comme clé des dictionnaires. Alors, comme tout à l'heure, hein, on va transformer ça en une fonction. Bah, c'est exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Hein, on va simplement, au lieu de lire personne.csv, on lit filename. Filename, c'est le nom du fichier, mais qui est passé en paramètre. Et on renvoie la liste de dictionnaires. Voilà. Voilà, donc retenez bien, il y a deux façons de lire, hein, soit avec csv.reader, soit avec csv.dictReader, mais on préfère très largement la deuxième. On peut arriver qu'on utilise la première pour des choses très simples, très particulières, mais la plupart du temps, on utilise dictReader qui nous renvoie une liste de dictionnaires. La différence entre CSV-Reader et CSV-dictReader, c'est que CSV-Reader nous permet de fabriquer une liste de listes, hein, puisque pour chaque ligne, on va extraire la ligne comme une liste qu'on va ajouter, donc on va faire une liste de listes. Alors que dictReader, pour chaque liste, on va extraire un dictionnaire et on va créer une liste de dictionnaires. Alors, tout ça c'est bien. Maintenant, on va voir comment on peut extraire certains enregistrements ou certaines colonnes selon certains critères. Hein. On peut dire, bah, par exemple, je veux les noms, ou alors on peut dire, je voudrais seulement les enregistrements des gens qui ont tel âge, ou etc. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, faire des tris, comme on a fait tout à l'heure. Alors, pour extraire les données, je vous le donne toujours sous la forme avec la boucle explicite, et puis sous la forme d'une liste en compréhension. Hein, pour l'instant, je vais encore continuer un petit peu à vous mettre les deux. Donc, je crée une liste vide pour chaque dictionnaire dans la liste de dictionnaires. Si la clé nom vaut Lénard, alors j'ajoute mon dictionnaire. Qu'est-ce que ça me donne? Ben, nom Lénard, prénom Jean. J'ai ajouté le dictionnaire en entier, hein, puisqu'ici on a fait append P, donc on a additionné le dictionnaire en entier, mais uniquement quand le nom est égal à Lénard. Donc ça nous donne ça. L'écriture en compréhension, exactement la même chose. On ajoute quoi? P, donc tout le dictionnaire, pour P une personne, donc pour tous les dictionnaires dans la liste de dictionnaires, et avec une condition, c'est que le nom soit égal à Lénard. Donc en fait, cette liste en compréhension qui est écrite ici, vous pouvez la décomposer en trois parties. Devant, c'est qu'est-ce que je veux? Je peux sélectionner des colonnes, je peux sélectionner toute la ligne, c'est ce que je fais ici quand je mets juste P, mais après on va voir qu'on peut sélectionner des colonnes.
Je parcours donc mon dictionnaire et je mets en plus un critère. Alors, c'est pas obligé, hein. Je pourrais aussi bien ne pas mettre de critère. Dans certains cas, on n'en mettra pas. Mais je peux mettre un critère pour sélectionner des lignes qui correspondent à un certain critère. Ici, mon critère, c'est que le nom doit être Léna. Si je veux sélectionner par exemple la colonne nom, eh bien, je vais mettre P de nom. Pour toutes les personnes, pour tous les dictionnaires dans la liste de dictionnaires, je prends le nom, mais seulement ceux dont le nom est égal à Léna. Je peux aussi décider d'extraire non pas simplement le nom ici, donc là le nom c'est une chaîne de caractères, mais d'extraire un dictionnaire, de manière à ce que ma liste en compréhension soit une liste de dictionnaires, donc avec la même structure que la liste personne, mais simplement je retire des colonnes, ou je garde certaines colonnes. Donc là par exemple j'extrais le nom, mais sous la forme d'un dictionnaire, donc clé de point valeur, nom de point, P de nom, le nom, la valeur du nom. Et pareil, toujours j'ai gardé le même tri ici, seulement les Léna. Faites bien la différence entre ces deux syntaxes ici. Ici, on extrait les noms, mais on a une liste de noms, c'est-à-dire une liste de chaînes de caractères. Ici, on extrait les noms, mais sous la forme d'un dictionnaire. Donc là, on va obtenir une liste de dictionnaires. Alors bien sûr, on peut mettre plusieurs colonnes. Donc là, par exemple, je crée un dictionnaire qui contient la clé nom et la clé âge avec les valeurs correspondantes. Là, j'ai pas mis de if, donc ça veut dire que là, je prends tout le monde. Hein, j'ai pas mis de sélection sur le nom. Donc là, simplement, je suis en train de lire mon dictionnaire, ma liste de dictionnaires personnes, et pour chaque enregistrement, eh bien, je crée un nouvel enregistrement qui contient seulement le nom et l'âge. Donc là, j'ai fait une sélection de colonnes. Voilà, je vais obtenir exactement la même chose qu'au début, mais avec que les colonnes. Ok, donc là, c'est encore une fois un rappel sur les listes en compréhension et la différence entre cette syntaxe ici et cette syntaxe ici, qui sont les mêmes. Je vous laisse voir ça. Ok, alors, je vais modifier un des enregistrements parce que ça va me permettre d'être un petit peu plus explicite dans ce que je vais vous montrer ici. Alors, pour pouvoir modifier un des enregistrements, je vais vous expliquer comment on fait. Déjà, je vais réafficher la liste complète, la liste de dictionnaires complète. Voilà à quoi elle ressemble. Je veux modifier, par exemple, l'âge de Jean-Pierre Durand, qui a 32 ans. Donc, comment je fais pour accéder au premier élément? Ben, c'est une liste, hein. Donc, pour accéder au premier élément, comme toujours dans les listes, voilà, le premier élément, c'est personne de 0. Sauf que les éléments, c'est des dictionnaires, mais sinon, c'est comme d'habitude. Et du coup, moi, ce que je veux modifier dans ce dictionnaire-là, en fait, c'est la clé âge. Elle vaut 32 et moi, je voudrais qu'elle vaille 132. Donc, comment j'accède à la clé âge? Ben, personne de 0, c'est le dictionnaire et je veux sa clé âge. Tout simplement, je vais rajouter ça. Et ça veut bien 32. Alors, moi, je ne veux pas l'afficher, mais je veux le modifier. Je vais dire que ça vaut 132. Et maintenant, si je fais afficher toute la liste, vous voyez que j'ai bien effectivement modifié l'âge de Jean-Pierre Durand. Maintenant, il a 132 ans. Alors ça, c'était un petit préambule avant de passer à la question qui était posée ici, trouver tous les renseignements des personnes âgées de plus de 30 ans. Alors, comment je vais trouver tous les renseignements des personnes âgées de plus de 30 ans? Eh bien, je vais dire que je veux tous les renseignements, donc le dictionnaire en entier, pour toutes les personnes, pour tous les dictionnaires dans ma liste de dictionnaires, hein, je vais prendre le dictionnaire en entier, mais uniquement, alors, je vais enlever ça. On va l'écrire comme ça, parce que du coup, c'est en général ce que les élèves vont faire. Ils vont dire, bah, il faut que l'âge soit inférieur à, alors c'est supérieur à 30, donc on va prendre supérieur à 30 si on peut, mais on verra pourquoi après j'ai bien inférieur. Alors si je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Type error not supported between instance of str and int. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il faut vraiment que vous appreniez à lire ces codes d'erreur. D'abord, il nous dit qu'on a une erreur de type error. Il nous dit qu'on a utilisé un opérateur de comparaison qui n'est pas accepté pour comparer des choux et des carottes. Non, pardon, des strings et des entiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je veux comparer
deux entiers. Ben, par exemple, est-ce que 132 est plus petit que 30? Ben non. Et ça, il sait faire. Si je veux comparer des chaînes de caractères entre elles, est-ce que A est plus petit que B? C'est faire aussi. C'est vrai, A est plus petit que B. D'accord? Par contre, si je veux comparer un entier et une chaîne, eh bien, il me dit que je ne peux pas faire la comparaison entre un entier et une chaîne. Donc, type error, ça veut type error inférieur not supported between instance of int and str. Ça se traduit littéralement par erreur de type, on ne peut pas comparer un entier et une chaîne de caractères. Or, c'est bien ce qu'on a fait ici, puisque P de âge, ben regardez, les âges ici, ce sont des chaînes de caractères. Et donc P de âge supérieur à 30, là, on lui a donné un critère qui est une comparaison entre une chaîne de caractères et un entier. On lui a demandé de comparer des choux et des carottes, il nous dit qu'il n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'ici, on va, alors on pourrait, je vais me remettre parce que certains élèves ont fait ça tout à l'heure. Là, ça marche. Ok, et ça a l'air d'être correct, hein, il me donne bien que des personnes qui ont l'âge supérieur à 30. Il y a quand même un petit problème. Parce que Jean-Pierre, avec ses 132 ans, il aurait dû y être dans la liste des personnes qui ont plus de 30 ans. Or, il n'y est pas. Alors, si je le mets maintenant, si je lui demande les personnes qui ont moins de 30 ans, là, il y est. Donc, clairement, 132, bah oui, parce qu'en fait, quand vous comparez 132 et 30, 132, c'est plus petit que 30, eh bien, il va vous dire que oui. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes en train de comparer des chaînes de caractères et non pas des nombres. Et donc, le premier caractère ici, c'est un 1. Ici, le premier caractère, c'est un 3. Ben, c'est comme n'importe quel mot, hein. Si le mot il commence par A, il est plus petit que le mot qui commence par B. Peu importe ce qu'il y a derrière. Ce qui compte, c'est que la première lettre qui est différente, on la compare. Donc ici, le 1 est plus petit que 3, donc 132, c'est plus petit que 30. D'accord? Donc si vous faites la comparaison comme ça en chaîne de caractères, ça va fonctionner, mais ça ne vous donne pas quelque chose qui est cohérent. Ce que vous voulez, vous, c'est comparer les nombres. Donc il faut mettre ici en nombre. Si je fais ça, ben, Jean-Pierre a disparu. Par contre, si je prends les personnes de plus de 30 ans, il est bien là. Voilà. Donc, très très important de bien faire attention au typage et dans vos comparaisons, de bien comparer pas des choux avec des carottes et de comparer avec les types numériques si vous faites des... Voilà. Il y a beaucoup de problèmes liés au fait on s'est trompé du type de la colonne, on n'a pas tenu compte du type de la colonne et on n'a pas fait les comparaisons comme il faut, dans les critères de comparaison. Alors, même chose ici, toujours les personnes de plus de 30 ans, mais cette fois-ci, on ne veut pas afficher le dictionnaire en entier, on veut que le nom et le prénom. Alors, je peux vous la faire courte ici, on a la réponse, mais je vais quand même un peu détailler. Quand j'ai demandé aux élèves de faire ça dans la classe tout à l'heure, la première idée qui est venue, c'est de faire ça. On dit on veut le nom et le prénom, bah on met nom, prénom. Voilà, pour toutes les personnes qui ont plus de 30 ans. Si on fait ça, on obtient une erreur, invalide syntaxe, syntaxe error. Alors pourquoi? Ben parce qu'en fait là vous avez une variable, hein, ça c'est la variable P de nom, enfin, donc c'est une valeur si vous voulez, mais c'est affecté dans une variable. Et puis une deuxième variable, et en fait on n'écrit jamais ça en Python, deux variables qui se suivent, hein, c'est comme si vous écrivez A blanc B, ben, il n'y a jamais ça en Python. Il faut forcément qu'il y ait un opérateur ou une affectation, ou voilà, ou séparé par des virgules. En tout cas, il n'y a jamais deux variables qui se suivent comme ça sans rien entre les deux. Alors je vais l'écrire une fois de plus explicitement et non plus en liste en compréhension. Donc là, on est en train de fabriquer une liste plus 30. Donc au départ, je la crée vide. Et puis, pour P une personne, je vais écrire ça comme ça. Voilà. Si P de âge est supérieur à 30, eh bien, plus 30.append. Append quoi? Eh bien, on ajoute ça. J'exécute. Et vous allez voir, ici, toujours syntaxe error, invalide syntaxe. Il ne comprend pas ce qui se passe ici. Il nous indique bien là, à cet endroit-là de la ligne, hein, de la ligne 5. Je suis bien à la ligne 5 ici. Hein. À cet endroit-là de la ligne, il ne comprend pas. Ah oui. Alors du coup, tentant d'aller simplement rajouter une virgule comme ça.
je vais mettre ça. On reviendra à cette ligne-là après. Ce qui nous dit, toujours à la ligne 5, hein, on n'a pas changé, toujours sur cette ligne-là. Il nous dit qu'il a un problème avec append. Mais cette fois-ci, c'est un type error, c'est plus une syntaxe error. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Append prend exactement un argument et pas deux. Et nous, on en a mis deux. Ah oui, ici, on a bien mis deux valeurs. Donc là, on lui demande d'ajouter deux valeurs. Mais append, c'est une méthode qui s'applique sur les listes. Donc plus 30, c'est bien une liste, hein, une liste vide. Donc dans la liste plus 30, je veux ajouter, mais je peux ajouter qu'un seul élément, pas deux. Donc si je veux ajouter ça, je peux par exemple faire un tuple. Là, j'ai bien mis un tuple qui contient nom et prénom. Mais ça, c'est bien un seul élément puisque c'est un tuple. Et là, ça marche. Et donc, j'obtiens ça. Là, je fais afficher élément par élément. Donc, j'obtiens une liste de tuples. Donc là, j'ai créé une liste de tuples. Alors, je vais couper tout ça. Je vais enlever ça. Je vais faire mon tuple. Les espaces de part et d'autre des parenthèses, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, je fais un tuple qui contient le nom et le prénom. Voilà. C'est bien, mais en fait, ça va pas forcément toujours nous convenir. Parce qu'ici, du coup, j'ai une liste de tuples, j'ai plus une liste de dictionnaires, et très souvent, on préférera garder une liste de dictionnaires. En fait, on fait ce qu'on veut. J'aurais très bien pu dire que je veux créer une liste de listes. Du coup, j'aurais très bien pu écrire ça comme ça, tout à fait pareil. Donc là, je crée, pour chaque dictionnaire dans la liste, je vais créer une nouvelle liste qui contient le nom et le prénom. J'obtiens pratiquement la même chose, sauf qu'ici, mes éléments, au lieu d'être des tuples, ce sont des listes. Donc là, j'ai créé une liste de listes. Et puis, ben, je peux aussi faire des dictionnaires. Du coup, comme ça, je crée un dictionnaire. Sauf que ça, c'est pas un dictionnaire, il faut que je mette des clés. Et puis, la clé prénom. Là, je crée un dictionnaire, nom, le nom, prénom, deux points, le prénom. Et j'obtiens une liste de dictionnaires. À chaque fois, vous avez remarqué ici, j'ai fait afficher le type du premier élément. Donc le premier élément ici, son type, c'était dictionnaire. Si je reviens en arrière, par exemple ici, il me dit que le premier élément, c'est une liste. Si je reviens encore plus en arrière, j'ai une liste de tuples. Et il me dit bien que le premier élément, l'élément plus 32 zéros, c'est le premier élément de la liste, c'est un tuple. Voilà. Alors, excusez-moi, je remets la version finale. Et j'ai donc une liste de dictionnaires et il me dit bien que les éléments sont de classe dictionnaire. Voilà, un autre exemple, on va changer le critère. Donc là, cette fois-ci, on ne change rien. On veut toujours les noms et les prénoms. Donc je ne change pas cette partie-là. Rien n'a changé ici. Je veux la même chose. Mais par contre, je change le critère. Au lieu d'avoir les personnes de plus de 30 ans, maintenant, je veux les personnes dont le nom commence par M. Donc, pour que le nom commence par M, bah, je prends le nom. Les deux noms, c'est le nom. Et puis, je veux savoir s'il commence par M, donc si sa première lettre, donc pour ça, je rajoute entre crochets 0 ici, doit être égal à M. Voilà, c'est juste que j'ai changé le critère et il extrait bien les noms, les noms et les prénoms des personnes dont le nom commence par M. L'âge moyen des personnes dans le fichier. Alors, il faut extraire une liste des âges, puis calculer la somme puis calculer la moyenne avec somme ln. Donc là, ce qui est important, c'est cette partie-là déjà. Il faut extraire une liste des âges. Donc cette fois-ci, on veut une liste et non plus juste une liste des âges, donc une liste d'entiers si vous voulez, et non plus une liste de nombres en tout cas, et non plus une liste de listes ou une liste de dictionnaires. Hein. On veut vraiment une liste simple. Donc qu'est-ce qu'on fait? On extrait l'âge. Alors en général, ça commence comme ça. Ce problème des erreurs de type. Et si vous faites ça, vous allez avoir une erreur.
Alors déjà, regardons ce que j'ai fait ici. J'ai créé une liste des âges en prenant pour tous les dictionnaires, dans la liste, je prends l'âge. Et du coup, je fais afficher. Qu'est-ce que ça m'affiche? Ben, ça m'affiche bien une liste des âges. Mais là encore, il faut absolument arriver à comprendre les messages d'erreur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Type error, unsupported operand types for plus, int et str. Il est en train de me dire que j'ai fait une addition d'un entier avec une string. À quelle ligne ça se passe? À la ligne 5. Donc ça ne se passe pas ici, tout ça, ça a bien marché, ça se passe à cette ligne-là. Or, ici, vous ne voyez pas d'addition. En fait, si, elle y est, mais elle est cachée. C'est dans la fonction somme. Là, on va faire l'addition de toutes les valeurs de la liste. Or, l'addition des valeurs, on peut additionner des entiers, mais si vous faites... on peut aussi additionner des chaînes de caractères. Hein. Imaginons que vous avez... Alors, c'est pas une addition, c'est une concaténation, mais c'est une syntaxe qui est tout à fait acceptée. Deux chaînes de caractères séparées par l'opérateur plus, bah, ça renvoie la concaténation, c'est-à-dire on a collé les deux chaînes ensemble. Par contre, on ne peut pas additionner un nombre avec une chaîne de caractères. Si on fait ça, on obtient, bah, on a des entiers avec des strings, et ça, il ne peut pas faire. En fait, on est en train d'additionner des choux et des carottes. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, dans cette somme ici. Et donc, bien entendu, ce qu'on veut ici, c'est convertir en entier. Comme ça, on fera une somme d'entiers ou en float, hein, ça marche aussi bien. Et ici, donc, on peut maintenant faire la somme et diviser par le nombre de valeurs, on obtient la moyenne. Donc, ce qui est important ici à voir, c'est qu'on a fait une liste simple, c'est-à-dire une liste d'entiers. Hein, et non pas une liste de listes ou une liste de dictionnaires comme les fois précédentes. Et pourquoi on a fait ça? Bah parce qu'ici, ça nous arrangeait mieux, parce qu'on pouvait, de cette manière-là, faire ce calcul ici de la somme divisée par le nombre de valeurs. Voilà, donc c'est pas systématique qu'on extrait un dictionnaire ou un tuple, ou, etc. Dans certains cas, on fait quelque chose de beaucoup plus simple, c'est qu'on extrait juste une valeur, de manière à pouvoir la traiter. Passons un petit peu au tri. Donc maintenant, comme on a fait dans le tableur, on va trier les valeurs. Alors, on va commencer par un tri très simple. On veut afficher la liste des noms triés par ordre alphabétique. Donc on va faire comme on a fait juste au-dessus, pour les âges, on va simplement extraire une liste de noms. Donc du coup, ça, j'extrais que le nom, et donc j'ai une liste de noms. Et qu'est-ce que ça me donne? Ben, une liste de noms, ça me donne ça. Donc c'est une liste très simple, hein, comme celle que vous avez l'habitude de voir depuis le début de l'année, une liste de chaînes de caractères. Et puis, comment on peut trier? Eh bien, on a la fonction sort, qui est une méthode des listes. Hein, est énoncée une liste. Et les listes, on peut les trier avec .sort. Et du coup, bien, quand je fais ça, j'obtiens la liste triée par ordre croissant. Si je veux un tri décroissant, c'est très simple. J'ai juste à dire ici que je veux un tri décroissant. Et du coup, un tri décroissant, ça me donne la liste triée par ordre alphabétique, mais à l'envers. Bon, pas très intéressant pour un tri alphabétique, mais ça peut nous servir dans d'autres situations. Et puis, un truc qui est souvent qui n'est pas bien clair pour les élèves, c'est quand on utilise une fonction comme celle-là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a modifié la liste. Hein, on a une liste de noms, c'est celle-là, et puis on a utilisé cette fonction-là, et quand j'affiche à nouveau la liste de noms, elle a changé. Elle n'est plus dans le même ordre. Donc en fait, ici, souvent, vous allez avoir tendance à faire lst nom égale lst nom.sort. C'est pas idiot, hein, parce que en fait, là, vous êtes en train de dire je trie, mais il faut bien que je garde dans une variable le résultat du tri. Et si je fais ça, ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai none. En fait, la fonction sort, elle ne renvoie rien. Elle ne nous renvoie pas de valeur. Donc si elle ne nous renvoie rien, en fait, elle nous renvoie none. Toutes les fonctions renvoient quelque chose. Et si elle renvoie rien, en fait, elle renvoie quand même quelque chose, c'est none. C'est une variable particulière, c'est une valeur particulière dans Python. Donc du coup, la fonction sort, elle ne renvoie pas une valeur, elle renvoie none. Et du coup, ça sert à rien de l'affecter, et si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec une variable qui vaut rien, c'est-à-dire none. Donc du coup, c'est bien comme ça, et pas d'affectation, hein, c'est juste là, on a modifié en place. On reviendra plus en détail dans un autre cours sur cet aspect-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple à comprendre. Hein. Simplement
simplement, là pour le moment, je vous le dis, et j'y reviendrai beaucoup plus en détail. Alors, là on a fait un tri sur l'ordre alphabétique. Si on veut afficher les âges, alors on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci sur les âges. La seule chose qui change, c'est comme tout à l'heure, hein, c'est qu'on va prendre P2H, mais il faut bien le convertir en entier, parce que si on ne convertit pas en entier, on ne va pas obtenir ce qu'on veut. Alors, je vais quand même vous le montrer ce qui se passe si on ne met pas en entier. Alors du coup, on a bien trié, ça a marché, parce qu'on peut comparer deux chaînes de caractères. Vous avez le droit de dire, est-ce que la chaîne de caractères 132 est inférieure à la chaîne de caractères 15? Il nous répond que oui. Ah oui, mais pourtant 132 c'est plus grand que 15. Sauf que, comme tout à l'heure, hein, il a fait la comparaison. Donc, est-ce que 1 est plus petit que 1? C'est égal. Donc, il passe au deuxième caractère. Là, il trouve un 3. Là, il trouve un 5. Donc, le 3 est plus petit. Donc, ça, c'est plus petit que ça. Et du coup, vous voyez que la valeur 132, alors que je fasse le tri en ordre, alors là, j'ai fait un tri décroissant. Donc, j'ai bien un tri décroissant jusque-là, mais le 132, il n'est pas à sa place. Si j'avais pas mis de reverse égale true, là, j'ai un tri croissant, et effectivement, j'ai bien un tri croissant, sauf que le 132, pareil, il n'est pas à sa place parce que c'est le plus petit. Donc, du coup, si je mets bien la conversion en entier ici, eh bien là, j'ai bien un tri décroissant. Et si j'enlève le reverse égale true, je vais avoir un tri croissant avec le 132 qui est bien à sa place. Voilà, c'est la seule différence avec ce qui était au-dessus, hein. Ici, on voulait extraire les noms, faire un tri alphabétique. Ici, on veut extraire les âges et on veut faire un tri, mais c'est un tri sur des variables numériques. Donc, bien faire attention à ça. Alors, plus difficile, et là, on va tomber sur un os. Ça va pas marcher. Alors, on fait une liste info qui contient des tuples. Alors oui, quand je fais des tuples, ça marche, mais on va voir pourquoi. Donc là, bon, je vais vous donner cette première version-là qui marche. Donc ici, j'extrais des tuples. Des tuples qui contiennent l'âge, le nom, le prénom. Et j'ai mis l'âge en premier. Alors pourquoi je mets l'âge en premier? Parce que on va voir comment ça marche la comparaison de deux tuples. Ici, j'ai un premier tuple. Alors, je vais le changer un peu. Voilà. Je veux comparer ces deux tuples. Donc, je veux savoir si 10 et 2000, c'est plus petit que 12 et 1000. Alors, en fait, pour faire la comparaison, il va comparer d'abord sur le premier élément. Donc, 10, c'est plus petit que 12. Donc, il me répond... Oui, alors, j'ai modifié, il faut que je le refasse. Donc, il me répond true. Oui, 10 de 1000, c'est plus petit que 12 1000 parce qu'il a comparé 10 avec 12 et 10, c'est bien plus petit, donc c'est OK. Si j'avais mis 14, là, il va me dire false, parce que 14, c'est plus grand que 12, donc c'est pas plus petit. Mais par contre, quand c'est égal, le premier élément, c'est 12, et là, c'est aussi 12. Et dans ce cas-là, il me répond false parce que 2000 est plus grand que 1000. C'est-à-dire que s'il a trouvé la même valeur ici, eh bien dans ce cas-là, il va passer au deuxième élément, et là, le deuxième élément est plus grand. Donc du coup, il me dit que c'est pas plus petit. Voilà. Il me répond false. Donc il a fait la même chose, mais alors du coup, vous voyez bien, c'est pour ça que ici, j'ai mis l'âge en premier. Parce que pour comparer mes tuples, eh bien, il va comparer sur le premier élément. Et donc j'ai mis l'âge en premier et converti en entier, de manière à ce qu'il fasse une conversion sur les, excusez-moi, une comparaison sur la première colonne, c'est-à-dire sur la colonne des âges. Alors du coup, il me les affiche bien ici. Mais c'est pas très pratique, parce que d'une part, ici, j'ai plus des listes de dictionnaires, j'ai des listes de tuples, et dans beaucoup de cas, ça va pas m'arranger. Puis d'autre part, j'ai pas forcément envie qu'il m'affiche l'âge. Là, le problème qu'on s'était posé, nous, bon là, c'était afficher toutes les informations, donc là, à la limite, on s'en fout, mais je peux très bien avoir besoin d'afficher les noms et les prénoms seulement, mais quand même triés par ordre alphabétique. Alors, on va passer ça. D'ailleurs, il faudrait que je l'enlève. Et on va voir comment on fait ça correctement et non pas avec des tuples comme on vient de le faire. Alors, je relis le fichier. Ah oui, mais j'aurais pas dû le relire parce que du coup, ça m'enlève la valeur 132. Bon, c'est pas grave. Et si je fais tout simplement personne.sort, donc personne, c'est une liste de dictionnaires, bien là, il me donne ce message. Il me dit, je ne peux pas faire des comparaisons. Opérateur inférieur, c'est un opérateur de comparaison entre dict et dict.
Alors, il faut bien comprendre ces messages-là. C'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on ne peut pas comparer deux dictionnaires entre eux. Alors, je croyais avoir écrit quelque part. Attendez, je me semblais avoir mis des. Ok, non, c'est plus là. Alors, je vais vous le mettre. Ok, ok. Bon, ben, je vais le remettre ici. Alors, je vais reprendre ça. Et on va essayer d'imaginer ce qu'on est en train de faire quand on fait ce personne.sort. Alors, on ne va pas faire une comparaison de deux tubes, mais on va faire une comparaison de deux dictionnaires. Donc, je vais créer un dictionnaire. Je vais créer une première clé, puis une deuxième clé. Voilà. Et je vais comparer donc, ce dictionnaire-là. Alors non, ça va pas. Excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Ça, c'est un dictionnaire. Donc, je vais comparer ce dictionnaire avec un autre. Donc là, évidemment, j'ai mis le même. Je vais le changer. Je vais lui mettre la valeur 10, par exemple, ici. Peu importe, on s'en fout parce que de toute façon, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc là, du coup, voilà, vous retrouvez le même message. Hein. On ne peut pas comparer deux dictionnaires. Or, là, pour faire un tri, on est bien obligé de faire des comparaisons. Alors du coup, là j'ai un dictionnaire, lequel est le plus grand? En fait, ça n'a pas trop de sens. Un dictionnaire, c'est non ordonné. Donc on ne peut pas faire comme on a fait avec les tubes, de dire je vais prendre le premier ou le deuxième, parce qu'en fait, le dictionnaire, comme il est écrit là, si je change l'ordre des valeurs, c'est toujours le même objet. En Python, les dictionnaires sont des objets non ordonnés. Donc du coup, je ne peux pas dire. Du coup, j'ai aucun moyen de savoir si c'est la clé 1 ou la clé 2 qui me sert comme critère de tri. Il va falloir lui dire. Il va falloir, pour pouvoir utiliser la fonction sort, définir ce qu'on appelle une clé. Hein, une clé de tri. Alors comment on fait une clé de tri? Ben, c'est une fonction en fait, comme celle-là. On va faire par exemple def ma fonction dictionnaire, return dictionnaire en tête de colonne. En fait, on prend un dictionnaire en paramètre et on renvoie ben, la valeur sur laquelle on doit faire le tri. Par exemple, si je prends ici, ben, on va le voir sur un autre exemple. Okay. Alors, je vous crée deux clés de tri différentes, un tri sur l'âge et un tri sur le nom. Donc, je vais faire une clé de tri sur l'âge. Donc, la clé de tri sur l'âge, ben, je mets en entrée un dictionnaire et je renvoie int de dico de âge. Donc, je renvoie la clé, la valeur de l'âge, mais convertie en entier. Et puis, si je veux faire un tri sur les noms, un tri alphabétique, ben, je vais définir une clé que j'appelle clé nom, qui prend en entrée un dictionnaire et qui renvoie le nom. Donc là, du coup, il n'y a pas de conversion. Si je fais alors du coup là je modifie mon premier enregistrement, je le remets à 132, exécuter ça. Voilà, vous voyez bien que j'ai bien mis durant H132. Donc du coup, cette ligne-là, c'est juste pour modifier le fichier. Mais maintenant que je l'ai fait une fois, je peux. Enfin, je ne vais pas l'enlever, je vais la garder parce que mais ça peut me servir, mais bon, voilà. Là, voilà. Alors du coup, je peux maintenant utiliser personne.sort. Hein. Tout à l'heure, ça ne marchait pas. Quand on a fait personne.sort ici, on avait cette erreur. C'est-à-dire qu'il ne savait pas comment classer, comment comparer les dictionnaires. Et maintenant, je rajoute le paramètre qui égale clé âge. Et du coup, je lui dis comment faut trier. Donc, je lui dis, tu vas comparer les dictionnaires, en fait, sur la clé âge. Hein, et donc, la clé âge, en fait, ma clé ici, elle renvoie non pas l'âge, mais l'âge converti en entier. Et vous voyez qu'effectivement, maintenant, il sait comparer mes dictionnaires et il sait les trier. Alors, j'aurais pu dire, je veux par ordre d'âge décroissant, donc j'aurais très bien pu rajouter le paramètre reverse true. Et là, dans ce cas-là, il me trie par âge décroissant, du plus vieux au plus jeune. OK, ben, je l'ai fait ici, donc du coup, c'était pas la peine que je le fasse là. J'avais fait la même chose, âge décroissant, même chose. Si je veux trier sur le nom, eh bien, je vais utiliser la clé clé-nom. Je vous rappelle que la clé clé-nom, c'est celle que j'ai définie ici. C'est juste une clé qui me renvoie l'ICO de nom et donc qui me dit sur quel paramètre je dois trier. Et donc, du coup,
quand je fais un tri sur le nom, bah, vous voyez qu'ici, Arrox, Dupont, Durand, Follin, etc., c'est bien trié par nom dans l'ordre alphabétique. Donc du coup, on va mélanger un peu tout ça. On va faire à la fois des critères de tri sur les colonnes et en même temps avec non, des critères d'extraction. On veut extraire deux colonnes, le nom et le prénom, mais on veut trier par H croissant. Donc on va faire en deux temps. D'abord, on va trier et ensuite on va extraire. Donc, pour trier, là, deux choses à faire. On crée la clé de tri, c'est ce qu'on avait déjà fait avant, et puis on effectue le tri avec point sort, mais en disant j'utilise la clé de tri qui est définie, en l'occurrence ici. Maintenant, ça y est, personne est trié par H croissant, et maintenant on extrait nom et prénom dans un dictionnaire. Pour toutes les personnes dans le fichier, il n'y a pas de if ici, on ne fait pas de tri. Voilà. Alors, je pourrais rajouter un tri, hein. Je pourrais rajouter un critère, par exemple, je vais mettre if p de nom égale Lénard, et je prends Lénard parce que c'est le seul nom qui est en double hein, dans mon fichier, c'est un petit fichier d'exemple. Et vous voyez que j'ai bien. Alors, est-ce qu'on a bien Georges là, on a fait une tri par clé âge, non reverse, donc normalement c'est par âge croissant. Est-ce que Georges est bien plus jeune que Michel? On peut vérifier si vous voulez. Hein. Ils sont où les Lénards? Ils sont là. Michel a 17 ans et Georges a 15 ans. Donc Georges est bien plus jeune que Michel. C'est normal qu'il nous ait mis Georges en premier. Si j'avais mis ici reverse égale true, alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Un type error, an integer is required à la ligne 6. Ah oui, pardon. En fait, voilà. Dans ce cas-là, vous voyez qu'ici, il a changé. Maintenant, c'est Michel en premier, puisque j'ai mis les âges décroissants. Je remets comme il était au départ. Là, c'est les âges croissants, c'est Georges en premier. Si je mets les âges décroissants, c'est Michel en premier. Voilà. Bon, je vais enlever ce if. Et ici, c'était un petit rajout. Voilà. Voilà, j'ai presque fini. Je vais juste vous dire en dernier, ben, en fait, quand on crée le dictionnaire ici, le dictionnaire qu'on extrait, on le crée comme on veut. En fait, on n'est pas obligé de reprendre les mêmes noms pour les clés. On peut très bien changer les noms des clés. Donc, par exemple, ici, je vais vous faire un print personne en premier pour voir comment. Ah non, non, je ne vais pas faire print personne comme ça. Je vais faire le print personne, mais élément par élément. Et je vais printer une ligne. Voilà. Je crée au passage là. Je dessine, j'affiche un caractère et ça fois 20 c'est une répétition en fait. Donc en fait j'affiche voilà, une petite ligne avec 20 caractères. Si je veux, on peut en mettre davantage pour avoir un affichage plus propre. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, forcément, ça marche plus parce que il faut que je relise le fichier vu que je l'ai modifié. Et du coup, il n'a plus la clé nom. Je vais relire le fichier. Voilà. Donc là, j'ai remis le fichier dans l'état normal. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc je vous affiche le fichier tel qu'il a été lu. Donc là, j'ai plus les 132 ans, hein, puisque j'ai relu dans le fichier. Ok, donc ça c'est la liste qu'on a lue, la liste de dictionnaire telle qu'on l'a lue au départ. Donc c'est la liste des enregistrements, si vous voulez. Et puis je veux changer la colonne nom ici, et je veux la transformer en nom, mais avec une majuscule. Et en fait, quand j'extrais ici, donc là j'extrais tous les champs, nom, prénom, âge, mais en fait je construis un dictionnaire et je peux très bien mettre le nom de la clé que je veux. Je peux très bien l'appeler nom avec un grand N si je veux, et du coup j'ai changé. Alors si je réexécute une deuxième fois, il va me dire que ça marche pas parce que P de nom n'existe plus. Maintenant la colonne, elle s'appelle, il n'y a plus de clé nom dans mes dictionnaires, il y a une clé nom avec une majuscule. Voilà, j'ai terminé. Voilà, vous avez un exercice d'application avec un fichier plus volumineux, beaucoup plus volumineux.
que je vous donne à faire pendant les vacances.